Bonsoir. Djibouti, pour la plupart d'entre nous, est l'un de ces noms vagues dont les livres d'école n'ont fixé ni l'endroit ni l'importance, tout juste un relent d'exotisme. Djibouti, c'est le bout du monde, c'est la chaleur humide, c'est Rimbaud qui s'y traîne, Montfred qui y bourlingue. Djibouti, c'est une colonie d'Afrique. C'est même la dernière. Dans 3 jours, le territoire français des Afar et des Issa, capitale Djibouti, va devenir le 49e État indépendant d'Afrique. Djibouti, qui n'a jamais été une colonie comme les autres, devient donc le dernier chapitre dans l'épopée de l'Empire français. Djibouti, qui n'a jamais été qu'un territoire, devient donc un pays. Djibouti, qui n'a jamais été une nation, ni même une entité économique, devient donc un État. Il est parfois ainsi un moment, un endroit où l'histoire, la géographie, la politique semblent croiser leur logique et leurs caprices et nous, les paradoxes en forme de symboles. Djibouti, malgré soi, est aujourd'hui un tel symbole. Nous sommes allés le comprendre et le découvrir pour vous. Relais naturel entre l'Orient et l'Occident, Djibouti commande les routes maritimes vers les grandes colonies françaises. Djibouti est et restera française. Irréductible devant les tentatives d'intimidation, la France a compris qu'il fallait désormais faire sentir ici le poids de sa force. Toutes les dispositions ont été prises. Dans les postes qui jalonnent la frontière, les troupes coloniales montent la garde. كبغال مسنقي متركيل فانسات كترفاسي على التراس وما أبصرتم لنا قومي برمي قال أحمد علي متركيل ترانتي أنسو سانديسيت 3 كوبنا فاسيهور للمولاتنا à la disposition du caporal de garde. Allez va, marche. Du poste frontière à la ville, l'aube se lève sur Djibouti. Déjà, la chaleur tient la vie en sursis. Musulmane par contagion, française par accident, capitale malgré soi, Djibouti est le bout de l'Afrique. Ici, rien ne pousse, rien ne change depuis des millénaires. La vie s'accroche au désert en rond autour des puits. L'arbitraire colonial a tracé sur ces cailloux un territoire grand comme 3 fois la Corse. On y compte environ 220 000 habitants selon les fluctuations nomadiques. Plus de la moitié de la population est drainée vers Djibouti. La ceinture brune qui l'entoure est celle des bidonvilles, la ville blanche est celle du mirage. Plaquée sur le désert, Djibouti est la ville inventée. La présence française imprègne la vie locale dans une cacophonie écrasée de chaleur. Le temps s'efface avec le kat. C'est une herbe hallucinogène au goût vaguement amer. Tout le monde, comme on dit ici, broute la salade. Tu manges, il te donne du cerveau. Ici, il y a des imaginations. L'imagination fait même comprendre tous les midis le jeu des 1000 francs. Ces visiteurs, un port de plaisance, un plan d'eau, tous les plaisirs de la mer, mais aussi ceux de la campagne et de la gastronomie, avec notamment son inimitable Queen Amman, le plus savoureux des gâteaux bretons. Je préfère m'adresser, si vous permettez, à M. Bossenec et lui demander la réponse à cette question. Comment s'appelle l'appareil permettant de compter le nombre de pas faits par un piéton et de déterminer ainsi, approximativement, la distance parcourue? Pardon. 92 de 921, me recevez-vous parler?
reçu, moi je suis à l'emplacement de la batterie, je suis sur vous dans 5 minutes. Ah, reçu. L'espèce la plus répandue dans le mélange ethnique local est le militaire français. L'armée française, renforcée devant les incertitudes de l'indépendance, compte 6500 hommes de toutes armes, depuis les marins jusqu'aux légionnaires. C'est la présence militaire française qui justifie Djibouti. Ce sont les marins et leurs familles qui la font vivre. La place Ménélique à l'heure du pastis. Alors, moi, j'ai jamais vu une mendicité comme dans un pays comme ça. Toi. Si, j'en ai vu à... T'as pas de grève ici? Oui, monsieur, s'il vous plaît, cacahuète. De toute façon, il faut avoir une tête solide pour rester ici 2 ans. D'abord, Djibouti, à mon humble avis, est un État artificiel, purement créé par la colonisation. C'est triste. Il y en a qui sont gentils, mais il y en a d'autres, moi j'ai eu peur quelquefois. Je sortais une fois de la banque, j'avais 40 000 francs dans mon porte-monnaie, 40 000 francs de Djibouti. Quand on vient dans des pays comme ça, on sait pourquoi qu'on vient. Faire de l'argent. Oh, oui, c'est vrai. T'es venu pourquoi, toi? T'es venu pour ça, t'as dit c'est la dernière colonie, c'est là qu'on pourra gagner un petit peu. Puis finalement... C'est bien évident que comparativement à une vie de métropole, on met certainement plus d'argent de côté ici qu'en métropole. 65 000. 65 000? Et l'autre en dessous, là, hein? Les attraits de la paix se calculent en francs Djibouti, qui vaut 3 fois le franc français. 65 000? Le coût de la vie est élevé, mais la solde en Djibouti aussi. Non, mais écoute, attends, on va regarder. Hein. Je regarde bien. Hein. Et puis les distractions sont rares. La pile veut le fil, le moteur. C'est aussi proche que moi. Hein? On parle là, liberté, qualité, indépendance. Et après? C'est justement... Après, alors, je prends libre. Et après la liberté, qu'est-ce qu'il y a? On travaille, on mange, et on dort. Et sans colonialiste. Les déchets de la ville blanche n'ont pas le temps de pourrir. Chaque matin au dépôt d'ordures, c'est l'assaut pour un quignon de pain ou un lambeau de chemise kaki. Ce qui reste n'a plus qu'à griller au soleil. Les soldats de corvée n'amènent jamais leur camion sans un sac de pain. Ici, il y a 1 mort par jour. Avant la ville, le poste de Balbala. Ici, on dit le barrage. 4 couteaux? Non, rien. Non, faut faire derrière aussi. Hein? Ça fait, faut voir. Rien? Tiens, tu peux remonter. Sur l'unique route d'accès à Djibouti, le barrage permet mieux qu'aux frontières de contrôler le flux des nomades et de doser un mélange ethnique explosif. Entre les Afars du Nord, affiliés aux tribus d'Éthiopie, et les Issa du Sud, qui sont presque des Somalis, la mésentente est traditionnelle. Les mines éclairantes et les barbelés rappellent parfois à l'ordre. Qu'est-ce que c'est ça? On n'apporte rien, chef. On n'a rien, nous ne sommes pas des ennemis. Couteau? Non, nous ne sommes pas des ennemis. On va pas permis de conduire. Et ben alors? Ben, il est pardi. Avec ça, pas bon ça. Parce que moi, on peut garer voiture là. Assoupli avec l'indépendance, mais toujours là, le barrage a été justifié par les autorités françaises comme un triple cordon sanitaire. Sur le plan tribal et politique, l'équilibre local a longtemps reposé sur la compression de la majorité Issa au profit des Afars. Sur le plan économique, la ville signifie des salaires, souvent répartis entre clientèle tribale et en emploi fictif. Un seul salaire à Djibouti nourrit en moyenne 35 personnes dans le territoire. Djibouti est aussi l'accès à l'éducation. La bourgeoisie locale, celle des petits fonctionnaires, envoie leurs enfants au lycée. Ici, au lycée, les gens se mélangent facilement entre les enfants de militaires français et les gens locaux. Tant que nous sommes au lycée, ça va, mais une fois sortis, chacun s'en va de son côté, quoi. Et c'est quoi ça? C'est du racisme? Non, ce n'est pas du racisme, c'est une question financière. Parce qu'eux, ils ont le moyen de se payer des choses que nous, on ne peut pas. Par exemple, ils font de la voile, ils fréquentent des clubs, tandis que les autochtones ne peuvent pas faire tout ça. Alors, Les parents ne les laissent pas venir avec nous, enfin surtout les filles, elles n'ont pas le droit de sortir, ça. Très très strict. Même si on est copains, ils ne les laissent pas sortir. Mais il y a du racisme ici ou pas du tout? Il y a
pas de racisme. Pour vous, il n'y en a pas, mais pour vous? Bon, disons qu'il y a des petits accrochages de temps en temps, quoi. Et la vie ici, c'est comment? Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a la plage, il y a... Les délices balnéaires de Djibouti. C'est presque la seule carte postale que les quelques 8000 Français, militaires et fonctionnaires envoient en métropole pour faire rêver la famille. Évidemment, la légende n'est pas toujours la même. C'est bien Djibouti? Bien, bien, très bien. Merveilleux. C'est un paradis, ça. Il est menteur. Il est menteur. Comment je suis menteur? Ouais, c'est pas un paradis, Djibouti? Oh non. Bah si, c'est un paradis. Non. Ne dis pas de mensonges, alors là, tu contre tout le monde. Moi, je dirais la vérité. C'est un pays pourri et j'en ai ras-le-bol. Non, c'est pas mal. Non, quand on a fait le Pacifique, il y a mieux. Vous êtes militaire? Fonctionnaire. Militaire de carrière, moi, je dirais. Non, fonctionnaire. Et on contredit. Bah, je sais bien alors. ce que je dis, non? Quand même, sur mon passeport, c'est pas marqué militaire, c'est marqué fonctionnaire. Bon, alors, je suis fonctionnaire. Fonctionnaire de l'État. Si je suis pas rapatrié avant le 27 juin, ça fera ma 4e indépendance de décolonisation, disons. C'est un mot à la mode, hein. On décolonise. Il y a des militaires qui aiment Djibouti, vous pensez? Ouais, disons, il y en a pas mal qui l'aiment, disons, je crois que c'est seulement au point de vue pécuniaire. Parce qu'il y en a qui demandent justement à venir à Djibouti, c'est uniquement parce que, bon, en militaire, se fait quand même 3 fois plus qu'en France, quoi. 2 appelés du contingent. Du point de vue du climat, je pense, c'est vraiment dur. Hein. Ouais, le climat, c'est la première chose qui est assez difficile ici, quoi, quand même. Et les rapports avec les gens du coin? Je les trouve très, très bizarres, très mystérieux. Très difficile au point de vue rapport. Je sais pas, les gens ne nous aiment pas tellement, finalement. Surtout quand on parle de militaires. Hein. Les militaires sont déjà mis à part. Et ils vivent des militaires? Ils en vivent, oui. Si on n'était pas là, il ne serait plus rien, quoi. Disons, faut dire une chose, c'est que quand même Djibouti, il y a énormément de prostituées, c'est uniquement ça dans la rue. Là. Je crois qu'elle recherche surtout l'argent, des petits bidasses, quoi. À Djibouti, quand dans la nuit, la lune luit sur les palmiers, les Somalis, waouba, chantent ravis, waouba, des mélodies bien syncopées. Mais v'là qu'un jour, un beau gars à gueule d'amour et gros bras va faire quelques affaires. À côté des militaires et des fonctionnaires qui sont là 2 ans en moyenne, très peu de Français restent longtemps à Djibouti. Directeur commercial, Vincent Dell'Aquila est ici depuis 22 ans. Il est vrai que nous ne sommes pas très nombreux, n'est-ce pas, à Djibouti, à avoir cette ancienneté, parce que c'est essentiellement, je crois, un pays de passage. Il y a beaucoup de militaires, beaucoup de fonctionnaires, et qui ne restent ici que 2, 3, 4 ans maximum. Est-ce que Djibouti, c'était à l'époque, pour vous, l'aventure? Non, ce n'est pas l'aventure au sens habituel, n'est-ce pas, et même je crois qu'il faut ignorer ce mot, si vous le voulez bien, parce que Djibouti n'a jamais été un territoire colonial, je pense, au sens où on l'entend habituellement. Il n'y a pas de colons à Djibouti, n'est-ce pas? Il n'y a pas de gens qui soient attachés à la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terre, précisément. Alors pourquoi Djibouti? Alors Djibouti a été, comme vous le savez sans doute, une création ex nihilo, sortie de rien. Alors, les gens n'ont jamais cru, là je crois qu'il faut faire un peu d'histoire, enfin sans entrer dans le détail, peut-être avant même que je n'arrive, mais en tout cas depuis que j'y suis, je puis affirmer que pratiquement chaque année, l'avenir de ce territoire a été remis en cause, pour une raison ou pour une autre. Sans doute parce que sa nature même était indécise, n'est-ce pas, comme les événements l'ont montré. Vers la fin du Second Empire, l'ouverture du canal de Suez reliait l'Orient à l'Occident.
Désormais, la mer Rouge allait devenir la plus fréquentée des voies de communication mondiale et ses points d'escale allaient conquérir une importance considérable grâce au génie du français de Lesseps. En 1883, la France envoie dans cette région le gouverneur Lagarde qui fonde l'établissement d'Obock. Du Négus Ménélique, Lagarde obtient ensuite un traité d'amitié. Ainsi est consacrée, sans qu'une goutte de sang ait été versée, l'œuvre du gouverneur Lagarde, une des plus grandes figures coloniales françaises. Le pays était désertique. Quelques paillotes abritaient les populations côtières. Les pasteurs nomades erraient jusqu'au pied des contreforts volcaniques à la suite de leurs troupeaux. La rade d'Obock s'étant révélée insuffisante, les colons français se fixèrent à Djibouti. Ils y créèrent de toutes pièces une ville et un port. L'héroïsme des pionniers a porté ses fruits. Aujourd'hui, des immeubles modernes se dressent, de larges avenues s'étendent, l'énergie électrique a été créée, fait unique sur les bords de la mer Rouge, une eau abondante est distribuée partout. Djibouti, grande cité moderne, connaît les bienfaits de la civilisation française. Elle possède plusieurs écoles où sont instruits les enfants indigènes. L'œuvre sanitaire est considérable. Le progrès matériel et social s'étend à tous les domaines. Entre-temps, des quais, des entrepôts étaient construits à Djibouti. Récemment ont été inaugurés les pipelines et les 4 citernes de mazout qui permettent le ravitaillement sur place des navires. Djibouti est à la croisée des routes impériales françaises. Les relations les plus cordiales s'étant établies entre l'Éthiopie et les colons français, ceux-ci obtinrent la concession d'une voie ferrée entre Addis Abeba et Djibouti, son débouché naturel sur la mer. La ligne fut lancée à travers le désert grâce aux capitaux français et au prix d'efforts héroïques. Wagons-salons, wagons-lits, wagons-restaurants ont été spécialement achetés, ainsi qu'une 50aine de locomotives. C'est une des œuvres les plus remarquables qui ait été accomplie en Afrique. Les patrouilles d'avions de reconnaissance sillonnent le ciel. D'importantes unités navales assurent en permanence la protection du port. Un matériel considérable a été débarqué qui appuierait, le cas échéant, l'action des troupes métropolitaines. En pleine brousse se dressent les campements des méharistes, prêts à répondre à la moindre alerte. La tradition méhariste n'a pas encore disparu de l'armée française. Je commande la 3e compagnie du groupement nomade autonome et c'est la compagnie qui est implantée sur le sud du territoire, sur la frontière éthiopienne et sur la frontière somalienne. Notre mission, c'est la surveillance de la frontière et des populations nomades en zone frontalière. Lieutenant Champenois, Saint-Cyr, 28 ans, 134 hommes sous ses ordres. Une patrouille de la compagnie, c'est un caporal et 2 ou 3 hommes qui contrôlent les campements qu'elle rencontre, qui voient s'ils sont des campements connus, s'ils sont des gens qui sont normalement ici, qui contrôlent également les caravanes qu'elle pourrait rencontrer, qui voient si les caravaniers ont un laissez-passer qui sont venus chercher au poste, qui regardent si les conditions de vie des nomades sont bonnes. Moi, j'aime bien discuter avec eux, ce sont des gens que j'aime bien. Ce sont des rapports simples et naturels. Et ils attendent un certain nombre de choses de nous. C'est essentiellement les problèmes de troupeau, les problèmes de points d'eau, et les problèmes d'honneur qui vont souvent de pair avec les histoires de mariage, de filles. Où est ta femme nouveau? Ton mariage nouveau? Là-bas. Truc nouveau? Ouais. Eh ben, on va aller lui dire bonjour. Ouais. Combien tu en as de chèvres, Osman? Chèvres. 200. Combien tu en as? 200? 200, 300. 200 ou 300, c'est pas très bien. Les pâturages, ils ont poussé là, en pagaille. Jamais vu autant de pâturages comme ça. Jamais vu. Dans l'oued, il y a de l'eau. Dans les puits, partout, il y a de l'eau. Des fois, il y a... Bon, la brousse en ce moment, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est calme? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis Éthiopie. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils font?
Rien. Rien? Il n'y a pas de malade. Aucun malade, personne qui est malade? Ici, il y en a un malade. Il y en a un malade ici. Qu'est-ce qu'il a, grave? Ouais, la poitrine. Il a 10 mois. 10 mois. Maribo. Ano kayo tingin? Dapat gariyo. On va toi. Ay, genio. Care? Care. Allez, roule. Oui. Bon. Toi, tu n'es pas au bord, là? Le désert des Tartares n'a pas fini de nourrir les rêves des hommes. Si vous voulez, bon, j'ai mon morceau de frontière, ma mission, mes hommes. Combien pour mes glaces, on a un diamant tranquille, 29, 19, 3e code pour y avoir maintenant. Combien de سم كلا صحيح من متر كيل فانت نفسك 53 كم نفس صدر ملنا. Combien de سم كلا صحيح موسى متركي 31 09 3 كوبانيا فصور دي ملاجاتنا. Combien de سم كلا صحيح متر كيل 31 63 3 كوبانيا فصور دي ملنا. Repos. Pas de problème. En juin 1977, pour la dernière fois sur la terre d'Afrique, l'Empire français amène les couleurs. Présentez! Attention pour la couleur. Envoyez! Dans 3 jours, le rêve africain va se dissiper sur Djibouti. Dernier bastion militaire de l'ancien empire français, Djibouti, devenu un État, reste un pivot stratégique planté dans le nouveau nœud géopolitique du monde, celui du pétrole. L'embouchure de la mer Rouge et de l'océan Indien est étroite. D'un côté Djibouti, de l'autre Aden. Même si la réouverture du canal de Suez n'a pas accru le trafic pétrolier en mer Rouge, l'accès à la Méditerranée et aux ports saoudiens passe par les détroits du Bab el-Mandeb. L'océan Indien est la voie royale du pétrole et les bateaux de guerre sont autant de sentinelles. C'est ici que passe l'approvisionnement énergétique de l'Europe, des États-Unis et de plus en plus de l'Union soviétique. Du golfe Persique à l'Afrique du Sud, l'axe névralgique du monde longe cette côte. Djibouti verrouille la mer Rouge qui elle-même verrouille le canal de Suez, donc Djibouti a une valeur. Général Buis, ancien directeur de l'Institut de défense nationale. Seulement Djibouti a eu cette valeur-là aussi longtemps que le mot verrou avait un sens dans la stratégie que l'on employait. On peut se poser la question, effectivement, de savoir si autant des satellites, autant des missiles intercontinentaux, autant simplement des mines intelligentes, les verrous ont encore un sens. Pour la France, est-ce que Djibouti a encore un potentiel stratégique? Le rôle défensif de Djibouti, de défense d'une route, n'est plus très apparent. Le rôle de gardiennage non plus. Donc il semble que l'on puisse passer de Djibouti sur ce plan précis, car une base de nos jours, ce n'est plus d'énormes arsenaux, ce ne sont plus des ateliers, ce ne sont plus des places fortes. Les bases de nos jours, ce sont des moyens d'électronique pour dialoguer avec les satellites. Ce sont des écoutes sous-marines pour pister les sous-marins, ce sont des moyens de transmission pour recevoir et transmettre leurs renseignements qui doivent être implantés, si possible, là où il n'y a pas de problème politique local. Est-ce que ceci est à l'échelle des moyens que la France veut consacrer à sa géopolitique globale? La France, c'est un pays qui a une vocation mondiale, c'est un fait. Enfin, elle ne peut plus faire n'importe quoi. Il n'est plus question de mener des stratégies d'ensemble dans ce qui peut être considéré comme le troisième cercle, c'est-à-dire celui qui est très loin de la métropole. Militairement, ce monde-là n'est plus à l'échelle des moyens de la France.
Mais cette affaire-là, c'est maintenant une affaire des voisins. C'est un jeu politique qui tourne entre les voisins, plus ou moins manipulés, aidés, armés, soutenus par les deux grands, qui sont les seuls à avoir une stratégie et des moyens à la dimension de cet immense problème de la Corne d'Afrique. La flotte soviétique. L'amiral Gorchkov en a fait en 20 ans la seconde force maritime du monde. Ce sont les sous-marins qui font la force de la marine soviétique. Équipés de missiles, ils sillonnent l'océan Indien qui, depuis le déclin de l'Empire britannique, est pour eux la mer à prendre. L'obsession de l'accès à une mer chaude explique la carte stratégique soviétique. L'éloignement impose le relais de base sûr entre le Bosphore et Vladivostok. L'offensive soviétique sur l'Afrique commence à Berbera. La Somalie est depuis 1969 une république socialiste. Traitée à la manière locale, Engels, Marx et Lénine encadrent le portrait de Siad Barre, général-président. La base de Berbera, photographiée par un U-2 américain en 1975, offre aux missiles soviétiques entrepôts et rampes de lancement. La marine y fait ses réparations et son approvisionnement. 5000 conseillers soviétiques environ travailleraient en Somalie. Les Américains enregistrent tous les mouvements soviétiques et même les messages aux familles. La course à l'armement naval a le champ libre dans l'océan Indien. Quand on se croise, on s'espionne ouvertement d'un bateau à l'autre. C'est à Diego Garcia, petit atoll loué aux Britanniques, que les États-Unis ont basé le centre nerveux et logistique de leur dispositif stratégique. L'aéroport peut recevoir les bombardiers B-52 et les avions de reconnaissance. La flotte américaine, moins présente pourtant que la flotte soviétique, empêche que l'océan Indien ne devienne un lac russe. Tandis que l'Iran joue la sentinelle au détroit d'Oman, les États-Unis n'ont plus pied militairement dans la Corne d'Afrique depuis qu'ils ont évacué l'Éthiopie. Haïlé Sélassié, le roi des rois, avait assis son trône médiéval sur l'aide américaine. Il en est tombé en 1974. À Addis Abeba, ce ne sont plus des billets de banque que le régime distribue, ce sont des fusils. La révolution socialiste est sanglante et confuse. C'est maintenant l'Union soviétique qui soutient le régime et lui livre ses armes. Le défilé du 1er mai a sa variante locale. On parodie la défaite du rebelle érythréen. La guerre d'Érythrée menace l'Éthiopie d'éclatement et d'asphyxie. C'est au nord-est du pays son seul accès à la mer. Au sud, dans la région de l'Ogaden, la rébellion couve. L'Érythrée est soutenue par l'Arabie Saoudite et le Soudan, qui forment le nouveau bastion conservateur dans la région. L'Ogaden est soutenu par la Somalie, qui revendique son territoire. Même si le camp idéologique est le même, le soutien de Moscou à l'Éthiopie indispose la Somalie, son ennemi héréditaire. Tandis
Tandis que les réfugiés d'Éthiopie fuient vers Djibouti, le nœud des conflits locaux se resserre autour du chemin de fer franco-éthiopien. C'est le cordon ombilical de l'Éthiopie dont il assure presque tout le commerce. Un sabotage sur la voie, comme celui de juin 77, et l'Éthiopie perd son seul vrai port, celui de Djibouti. La revendication de l'Éthiopie sur Djibouti est traditionnelle. La terre des Afars appartient à l'Éthiopie. Haïlé Sélassié l'affirmait à la Société des Nations. Aujourd'hui, faisant le même discours, le colonel Mengistu. Sous le regard d'un Marx négroïde, c'est en Somalie, au tableau noir, la même revendication. Le président Siad Barre l'exprime. La République de Somalie a fait valoir à maintes reprises, et y compris dans un article toujours en vigueur de son ancienne constitution, que Djibouti est une partie intégrante de son territoire. L'étoile du drapeau Somalie a 5 branches. Djibouti en est une. Comme le dit la chanson, on ne sépare pas les doigts de la main. L'OUA, pour forcer la décolonisation française de Djibouti, presse l'Éthiopie et la Somalie de renoncer à leurs ambitions. La Ligue arabe s'y applique aussi. Personne parmi eux n'a intérêt à faire éclater la Corne d'Afrique. À Djibouti, Ali vend des cigarettes. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Russes ont porté beaucoup de bombes comme ça à la Somalie. Et la Somalie, on dit à la France, on signe des signes d'amitié, on dit on veut l'indépendance. Et les Français l'ont dit, ça sera le 27 juin. À Djibouti, on prépare l'indépendance. Il faut composer l'hymne national, inventer le drapeau. On modernise la musique locale au rythme de la salade. Ça devenait une des dernières terres d'Afrique à être sous dépendance extérieure. C'était l'évolution des choses normales. Olivier Stirn, secrétaire d'État au Dom-Tom. Est-ce qu'il y a eu un revirement de la politique française vis-à-vis de Djibouti? Il n'y a pas eu un revirement, n'est-ce pas? Il y avait une volonté dès le départ de dire que le jour où vous voudrez être indépendant, vous le serez. N'est-ce pas? Puis de cette idée cheminant, le gouvernement en a naturellement pris connaissance, et à partir du moment où elle s'est révélée suffisamment exprimée, notamment au sein de l'Assemblée locale, le gouvernement a engagé alors le processus à la fois d'union intérieure et en même temps de compréhension extérieure. Mais pourquoi est-ce que la France se retire de Djibouti en 1977 ? Eh bien parce que c'est une longue histoire. En 1966, quand le général de Gaulle a été à Djibouti, il y a eu des drames, il y a eu des morts. Vive Djibouti! Vive la côte française et Somalie! Vive la République! Vive la France! En 67, un référendum orchestré par le parti Afar dit non à l'indépendance. L'homme fort, Ali Aref. Ce pays ne peut vivre qu'avec l'aide d'un colosse, et ce colosse est la France que nos aïeux nous ont choisi comme nation civilisatrice. La France s'appuie désormais sur lui. Soutenu par l'Éthiopie, Aref s'efforce de contenir le parti Issa, partisan de l'indépendance et soutenu par la Somalie. Les actes de terrorisme se multiplient. Le dispositif militaire français est renforcé. La pression internationale s'accentue. L'Éthiopie, soutien des Afars, vire au marxisme. En 1975, la France change de politique et soutient Hassan Gouled du parti Issa. Le 8 mai 1977, la population est appelée à voter à la fois l'indépendance et la composition de l'Assemblée nationale.
Les cartes d'électeurs, autrefois limitées parce que liées aux cartes d'identité, sont largement distribuées. Elles assurent ainsi aux Issa leur majorité numérique. Dans le calme, Djibouti vote massivement son indépendance. Le Haut-Commissariat français devient le palais présidentiel. Le dernier à le quitter, Camille Dornano. Si vous me demandez si ce départ est le symbole de la fin d'une époque, je vous répondrai par l'affirmative. C'est exact. C'est la fin d'une époque. La naissance de ce nouvel État marquera la dernière étape d'une période qui a duré plusieurs siècles, au cours de laquelle la souveraineté française s'est exercée à travers le continent africain. C'est donc dans le cadre strict du choix de notre peuple que notre Assemblée nationale devra souverainement légiférer en conciliant les exigences de la liberté avec celles du développement économique et social. Séance inaugurale de l'Assemblée nationale. De l'unité avec celle d'une nécessaire diversité. Les députés du nouvel État, les consuls étrangers fraîchement arrivés, les autorités françaises civiles et militaires en instance de départ. Le président du Conseil, Hassan Gouled. Alors, Djibouti indépendant, je suis optimiste. Si vraiment Djibouti ne serait pas indépendant, je ne sais pas qu'est-ce que deviendraient ces populations. Étant donné les divisions ethniques qui ont jusqu'à présent marqué l'histoire du territoire, est-ce que Djibouti peut devenir une nation? D'abord, sur le plan ethnique, c'est une invention française. Ce n'est pas la réalité d'une population qui sont identiques, sont 100% de la même confession et de la même religion. Il n'y a que deux langues qui différencient. Mais est-ce que ce sont les Français qui ont inventé les affrontements? Ils ont inventé ce qu'on appelle le cloisonnement, au lieu de se pénétrer ces populations, amalgamer à la population. Est-ce qu'ils auraient favorisé cet écart? Ils l'auraient favorisé. Pourquoi? Parce que pour une question de colonisation. Alors là, non. C'est pas au contraire. Je dirais que la France a préservé l'unité. Il n'y a jamais eu finalement d'affrontement très sanglant depuis que la France est présente. Jamais. Et je crois au contraire que la France a favorisé du mieux possible, et c'est ce que le gouvernement s'est efforcé de faire depuis 3 ans, le rapprochement entre les ethnies, sans lequel aucune indépendance authentique n'était possible. Dans les quartiers, les divisions ethniques sont installées. C'est à la base que le nouvel État doit prendre racine. La milice du parti au pouvoir recrute tôt. Il faudra longtemps avant que les cadres locaux soient tous des autochtones. Les versets du Coran comptent autant de promesses que le pétrole de l'Arabie Saoudite. Bonne raison pour que Djibouti s'intitule République islamique. Attention, ne t'éponge pas, le puits est profond. Bien, on croise ses bras. Ici, je veux Mohamed Hassan et Medina. Vous allez venir tous les deux. Et dans le désert, les instituteurs français devenus coopérants font maintenant de l'assistance technique. Mais fais descendre les seaux. Nous avons de l'eau fraîche. On a beau jouer au football, on n'oublie pas les choses sérieuses. Il y a un gamin qui venait à l'école, là. Un jour, son père est venu le chercher parce qu'il y a un chameau qui était parti du troupeau et il a envoyé le gamin chercher le chameau. Alors il est sorti, alors je demande au père où il est parti le chameau. Alors il me dit, oh, il est par là, vers l'Éthiopie. Et le gamin est parti tout seul en Éthiopie chercher son chameau et il est revenu 3 jours après avec le chameau. À dos d'homme, tous les jours, le cat arrive d'Éthiopie. Même la salade quotidienne qui nourrit les rêves, sinon les estomacs de la population, ne pousse pas à Djibouti. Tout est importé. Le café d'Ouganda, qu'Amin Dada expédie par avion charter pour tourner le blocus kényen, transite à Djibouti.
ce rôle de transit, le chemin de fer continue potentiellement de l'assurer vers l'Éthiopie en fonction de la situation locale. Les parts françaises de la compagnie, dont la moitié appartient à l'Éthiopie, ont été cédées au nouvel État. C'est un passeport français? À qui c'est? À qui il est ce laissez-passer là? Attends, attends, j'ai pas tamponné encore. À qui là? La survie économique de Djibouti dépend avant tout de son port. Le directeur du port, Michel Rousseau. Le port et toutes les entreprises qui gravitent autour de lui, y compris le chemin de fer d'ailleurs, représentent peut-être 80% du potentiel économique du territoire en l'état actuel des choses. Je crois que le phénomène de déclin que nous constatons actuellement est dû à deux choses. La première, c'est que les ports arabes de la mer Rouge, qui souffraient d'une congestion importante l'année dernière, qui avait apporté par contre-coup à Djibouti un trafic très important, ont réussi à surmonter leur baux. Mais il y a aussi un facteur local, il faut bien le dire. Il est certain que les fluctuations de la politique locale, depuis qu'on a parlé d'indépendance, ne sont pas de nature à donner confiance aux clients du port de Djibouti. Les tarifs de Djibouti sont plus chers que ceux de ses concurrents Djeddah et Aden. Les salaires et les charges sociales, calqués sur le modèle français, sont 5 fois plus élevés. Négligence et corruption se compliquent de protection tribale. Déjà, il y a trop de bras et pas assez d'emplois. Le nombre exact de salariés tourne autour de 18 à 20 000. Donc nous avons plus de 80% de la population adulte qui ne travaille pas. Ahmed Dini, président de l'Assemblée nationale, met en cause la base même de l'économie locale. Il paraît, bien que le chiffre soit prétendument secret, la France dépense à Djibouti, pour la présence militaire, 54 milliards d'anciens francs. Et d'après les services des finances de Djibouti, les retombées des dépenses militaires pour notre budget constitueraient autour de 45%. C'est presque la moitié de notre budget proviendrait donc des retombées des dépenses militaires. La présence française à Djibouti pendant si longtemps, est-ce qu'elle a accompagné une œuvre de colonisation utile? Ça vraiment, je renvoie la balle au gouvernement français dans l'humanité pour qu'ils n'ont rien fait jusqu'à présent dans le sens souhaité par la population. Ni irrigation d'eau, ni implantation de maraîchères, ni de culture, rien du tout. Oui, non, ça je crois que c'est très sévère. La France a tout de même d'abord facilité l'éducation et d'autre part elle a facilité le développement du port et puis elle a tout de même construit et le chemin de fer et la route. C'est pas négligeable. Ceci dit, c'est un territoire très aride, c'est un désert. Il faut donc voir que les chances de développement de ce territoire sont tout de même limitées. Avec le repli complet des Français, c'est toute une économie de services qui risquerait de s'effondrer. Parmi les commerçants locaux, quelques-uns seulement sont français. Vous allez rester après que les Français partent? Peut-être pas tous les Français vont partir. Non, je crois que moi je reste. De toute façon, j'ai investi pas mal et je compte rester ici. Je vois pas pourquoi, a priori, on partirait. Même si vos clients, eux, s'en vont? Il est évident que si nos clients s'en vont ou si le futur État ne nous permet pas de rester commercialement d'une façon valable, ce ne sera pas une question de choix à ce moment-là. Moi, je me demande, il y a quelques jours, je suis partie chercher dans plusieurs magasins des choses que je voulais acheter. Eh bien, tout s'y liquide et il ferme. Et vous pensez rester? Oui, pourquoi pas. Même si les Français s'en vont? Même si les Français s'en vont. Alors qui viendra boire et consommer ici? Il y aura toujours des soldats, il y aura toujours des militaires. En colonne, couvrez. Vite, 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 vite.
Oh! Présentez! Eh, faut calaquer bien, hein. Présentez! Arme! Levez la tête tout de suite! Est-ce que la présence militaire française après l'indépendance est une chose que vous souhaitez? Il ne faut pas que le nombre de l'armée française, qui est sous forme technicien, pour former l'armée nationale, il ne faut pas qu'elle soit plus nombreux que nos nationaux de l'armée nationale. Mais il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là, mais progressivement, ils partiront chaque fois que 500 ou 700 personnes formées, petit à petit, ils en iront. Ils n'en resteront pas définitivement. La survie de Djibouti, est-ce qu'elle est liée au maintien d'une certaine forme de présence française? Pas nécessairement, ou je dirais pas seulement. Je crois qu'en effet, les accords de coopération que nous préparons et qui prévoient pour l'instant le maintien d'une certaine force française jusqu'à ce que l'armée locale soit suffisante, à peu près 4000 hommes au début, et puis petit à petit un nombre d'hommes qui se rapprochera de celui de l'armée locale, se maintient est pour l'instant une dissuasion vis-à-vis de l'extérieur. En réalité, ça veut dire que la France n'accepterait pas une intrusion étrangère. Autrement dit, il n'y aura pas de vide militaire à Djibouti. Il n'y aura pas de vide militaire à Djibouti puisque les responsables du territoire l'ont voulu ainsi, n'est-ce pas ? Et que la France a répondu naturellement positivement à cette demande. Il fallait un accord. Partez les bras! Levez la tête! Alors on pourrait dire la France quitte l'Afrique, elle y était depuis 3 siècles et demi, c'est dramatique, encore une terre de perdus, c'est pas ça du tout, je crois. La France a noué avec l'Afrique des rapports nouveaux, qui sont ceux de notre époque, qui sont fondés sur la coopération et l'amitié, et l'intérêt de bien réussir la décolonisation à Djibouti, c'est d'intégrer Djibouti dans ce monde franco-africain nouveau, avec ses rapports nouveaux, et je crois que les Africains l'ont très bien compris ainsi, et que notre politique vis-à-vis de l'Afrique est fondamentale pour nous-mêmes, Français, et pour l'Europe, car nous servons d'une tête de pont qui peut créer une espèce d'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Et je crois que la France, à l'heure actuelle, par la politique qu'elle a menée notamment récemment au Zaïre, a en effet une audience en Afrique qui s'est renforcée. Le Zaïre est avant tout une opération politique. C'est l'exécution d'accords bilatéraux où il s'agit d'apporter une certaine aide. Et en l'occurrence, n'importe quelle compagnie aérienne aurait pu faire le petit transport logistique que la France a fait sur le Zaïre. Mais le retrait des forces françaises de Djibouti, au niveau du symbole, est-ce que cela signifie la fin d'une certaine histoire militaire française? C'est évident. C'est le grand mot fin qui s'inscrit dans le grand livre, qui est celui plein de tumulte, de lumière, d'héroïsme, de gloire et d'ombre qui a été l'épopée coloniale de la France pendant plusieurs siècles. Alors les gens de ma génération, ceux qui ont surtout connu les 20 dernières années de combats retardataires, avec le sentiment que les gouvernements qui les ordonnaient les considéraient comme perdus d'avance, de ce passé colonial ont surtout vu les défauts, ont surtout vu les ombres. Mais je crois que là, il ne faut pas céder à cette mode et qu'il faut se rappeler qu'il y a eu un immense et brillant et lumineux passé et que les Français qui ont conduit cette épopée, ce sont des gens qui l'ont fait, ces serviteurs du pays, qui l'ont fait en toute bonne conscience. Il y a la bonne conscience du moment. Sur la poudrière de la Corne d'Afrique, Djibouti est à la fois un brûlot et un seau d'eau. En Afrique aujourd'hui, l'Union soviétique mène la danse, mais les rythmes locaux sont parfois déroutants. Ils n'ont pas réussi à M. Podgorny, rétrogradé depuis. Tendue entre l'Éthiopie et la Somalie, la Pax Soviética risque de se rompre. Déjà, la Somalie regarde vers l'ouest. Fidel Castro joue aux croisées de la cause soviétique. Après l'Angola, il prend pied en Éthiopie.
Les conflits tribaux deviennent des guérillas et les guérillas se teintent d'idéologie. Les grands s'affrontent par champions interposés, mais parfois les règles du jeu local leur échappent. Le pétrole fait diverger les voies traditionnelles de la puissance. Au bout de l'escalade, l'interdit nucléaire.